Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions sur Sud Radio et vous le savez, nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale, la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Je vous propose de décrypter comme chaque semaine les faits marquants de l'actualité par le prisme de nos émotions, de prendre de la distance face au flux incessant de l'information. Et pour nous aider dans cet exercice, je reçois Marine Colombel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre et auteur du livre « Écoute tes émotions pour te libérer » aux éditions Marabout. Sud Radio, la roue des émotions. Guerre en Ukraine. Vladimir Poutine cherche à utiliser l'hiver comme arme de guerre. C'est ce que dénonce en tout cas le secrétaire général de l'OTAN. La saison froide s'annonce particulièrement difficile en Ukraine en raison des pénuries d'eau, d'électricité provoquées par les attaques russes contre les infrastructures ukrainiennes. L'OTAN continue de se tenir aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Nous ne reculerons pas, c'est ce que promet l'ancien Premier ministre norvégien. Marine Colombel, comment réagir, avec quelle émotion face à ce fait d'actualité ? Face au froid, face à la nuit, je pense que l'émotion la plus adaptée, ça serait la peur. Parce que la peur d'être dans le froid, d'être seul, d'être isolé, ça nous ramène vraiment à des peurs archaïques. Et les Russes vont jouer dessus pour essayer de faire finalement plier les Ukrainiens en les renvoyant à la peur sur leur survie, mais plus que ça, la peur sur la perte de leur, finalement, de leur humanité, sur l'isolement, sur le fait de se retrouver seul face à ce froid, face à l'hypothèse de la mort et de l'isolation. Et cela rappelle des images archaïques, mais presque animales, où les êtres humains se voient dans l'obligation de se vautrer sur les uns et les autres, afin de tenir chaleur humaine. Oui. On est vraiment là sur un vecteur finalement de guerre psychologique. On voit qu'il y a des blocages actuellement au niveau technologique, au niveau aussi des armées qui sont finalement figées l'une face à l'autre. Donc, on va s'attaquer à un troisième type de guerre qui est vraiment la guerre psychologique. On va essayer d'attaquer le moral de la population et rien de mieux que jouer sur les instincts de survie, ça veut dire sur le froid, sur la nourriture, sur simplement la lumière et le fait d'être ensemble en collectif. Alors essayons de progresser face à l'information en gagnant de la distance et tourner la roue des émotions. Allons-y. Marine Colombel. Et vous nous emmenez vers l'observation de cette information avec une autre émotion. Et vous êtes tombé sur une émotion qui est courante dans nos vies. Sur la tristesse. La tristesse. Évidemment. La tristesse que je pense, enfin c'est sûr même que le peuple ukrainien doit partager en ce moment. Mais dans cette tristesse, finalement, on va essayer de retrouver cette lumière, cette bougie qui s'allume et qui va essayer de rassembler les gens autour d'une tristesse commune qui est la douleur de la guerre dans leur pays. Et la tristesse, même si elle fait souffrir, finalement, va rassembler les gens parce qu'on va se mettre à l'unisson ensemble. On va essayer de retrouver, on parlait de l'instinct primaire tout à l'heure, face à ces ténèbres, face à ce froid, retrouver le feu, retrouver le foyer, retrouver les bougies qui vont nous éclairer et nous ramener ensemble dans un sentiment d'humanité. La tristesse qui fait que des puissants, pour des mobiles territoriaux, des mobiles pas toujours très définis, réduisent l'homme à son statut le plus précaire, en le mettant dans le froid et la privation de nourriture, la privation de ses besoins vitaux et fondamentaux. C'est vraiment une humiliation qui a de quoi nous rendre tous très tristes parce qu'elle existe encore en 2022. Et ça met en avant le combat qu'on a à rester humain à travers la guerre, ne pas justement devenir l'animal qu'on voudrait que l'on soit et garder cette étincelle d'humanité, d'être ensemble dans les pires moments de notre vie. Alors, vous serez peut-être d'accord avec moi, en psychologie, pour bien comprendre, souvent on nous dit il faut incarner les sujets. Et pour incarner le sujet, je vous propose d'aborder la colère quelques instants. Cette guerre, elle peut aussi nous mettre en colère parce que ce ne sont pas des êtres irréels. Ce sont des femmes, des bébés, des hommes qui souffrent de froid
et Ouais. de faim. Ce sont des êtres humains. Incarnons bien le sujet. Là, on est vraiment dans... C'est ce qu'on disait, Colère. dans la colère, parce qu'il y a une tentative finalement d'abattre la population, non plus par les armes, parce qu'il y a ses limites, mais vraiment par le moral, par le fait d'être humain, par attaquer sur les besoins vitaux. Et c'est justement, je pense, cette colère, avec toutes les émotions, qui vont faire ressurgir la fierté de ce peuple, justement, de ne pas se laisser aller, de ne pas perdre son humanité, pour combattre en restant vivant, tout simplement, en restant là et en restant solidaires les uns avec les autres. En restant solidaires les uns avec les autres, alors que le gouvernement français vient d'annoncer, avec grande surprise, qu'il est probable qu'il y ait des coupures d'électricité à droite à gauche sur les territoires dans les semaines et les mois à venir. Voilà que nous aussi, nous pourrions être contraints à des coupures d'énergie. C'est quand même assez incroyable. Heureusement, on n'est pas au niveau de l'Ukraine. Ça serait, je pense, assez limité. Mais effectivement, ça fait quand même naître ce sentiment à la fois de peur et de colère dans la population, de se dire, mais finalement, tous les droits sociaux pour lesquels on s'est battu, tout ce travail qu'on a mis en place depuis les années 70 pour assurer l'autonomie de la France, on en est là, on en est à une situation où, heureusement, on n'est pas en guerre, mais où nos besoins vitaux aussi risquent d'être mis en jeu. Ça ouvre beaucoup de questions au niveau de la gestion, effectivement, et de ce que cela peut provoquer dans une population. Forte tension sociale en Chine contre la politique zéro Covid. Cela plombe la deuxième économie mondiale. Shanghai, Pékin, Canton, Wuhan sont des dizaines de milliers de Chinois qui ont manifesté tout le week-end pour dénoncer la politique stricte contre le Covid-19 du gouvernement chinois. Un mouvement social qui s'est généralisé et qui s'est répercuté sur les places boursières asiatiques et mondiale. Les investisseurs s'inquiètent du fort risque social et de répression qui pèse sur la deuxième économie mondiale. Marine Colombel, comme psychiatre, avec quelle émotion pouvons-nous réagir? Alors là, c'est très intéressant parce qu'on voit un basculement de l'émotion. On était auparavant dans la peur du Covid, de la maladie qu'on ne contrôle pas, de la mort. Et là, c'est plus cette émotion-là qui domine en Chine. Pour moi, c'est vraiment la colère. Ça veut dire que les Chinois n'ont plus peur de la maladie. Ils sont en colère parce que finalement, ce qui a été mis en place pour les protéger, pour diminuer leur sentiment de peur, à un moment, lorsque ça devient trop important, trop envahissant, suscite vraiment une diminution nette de la liberté, une colère. D'être finalement dans une situation d'injustice. Surtout qu'il faut remettre ça en perspective. Les Chinois ont accès évidemment comme nous à l'actualité mondiale. Ils voient les mondiaux de football en ce moment avec des grandes quantités de gens qui viennent de tous les pays, qui se rencontrent. Et sans masque. Sans masque. Et je comprends très bien cette colère légitime des Chinois de se dire mais finalement, nous, on est laissés pour compte, on est sur le côté et on est figé encore dans cette situation alors que le monde continue à avancer. Et que le monde continue de vivre et de tourner comme la roue des émotions. Et je vous propose de nous emmener vers plus d'agilité mentale et d'observer ces tensions sociales en Chine par le prisme d'une autre émotion. Et c'est la surprise qui vous arrive. C'est la surprise, je pense que c'est la surprise du gouvernement chinois. Je ne suis pas du tout sûre que le gouvernement s'attendait à avoir des manifestations dans la rue qui sont quand même très, très inhabituelles en Chine. Et la surprise de voir une population qui, justement, a basculé dans l'émotion, ne supporte plus les restrictions et appelle à plus de liberté individuelle. Alors cette surprise, c'est aussi peut-être celle de voir plusieurs poids, plusieurs mesures. Vous le disiez, les Chinois assistent, parce que c'est très télévisé, à la Coupe du Monde de football, avec des grands rassemblements sans masque. Et puis eux, ils se disent, mais nous, on a le masque, on est enfermés chez nous. Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans, sur le plan émotionnel et sur le plan psychologique, une tentative du gouvernement chinois à cadenasser la population, à un emprisonnement psychologique de la population, avec un prétexte encore nouveau, et un de plus peut-être, le Covid? Là, le gouvernement se trouve de toute façon à un fait mondial qu'ils sont obligés de couvrir et qui peut aller à l'encontre de leurs principes ou de ce qu'ils essayent d'inculquer à la population. Et la population doit faire face finalement à un paradoxe.
une information officielle qu'ils essayent plus ou moins de suivre et une réalité où ils voient des gens être heureux finalement ensemble et vivre différemment d'eux tout en étant heureux. C'est une situation difficile pour le gouvernement chinois à appréhender et à gérer. Comment est-ce que l'on est possiblement en capacité de prendre de la distance avec ces émotions qui nous sont envoyées par ces actualités que nous évoquons? Le Covid qui cadenasse la population en Chine, l'électricité coupée qui cadenasse et enferme les Ukrainiens comme des rats, si vous me permettez l'expression, pour se tenir chaud. Ouais. Ça nous impacte. Évidemment que ça nous impacte parce que les émotions sont collectives. Les émotions se transmettent. On les vit évidemment à la hauteur d'un individu, parce que nous sommes des individus, mais c'est surtout la base de la communication, les émotions. Donc le fait de voir des gens souffrir, comme en Ukraine, ou souffrir également en Chine, ça joue sur nous. Ça veut dire que même si on n'est pas de la même culture, même si nous n'avons pas la même langue, nous partageons des émotions communes qui fait que nous pouvons nous projeter à leur place et finalement être dans l'empathie et dans l'accueil de ces émotions. Nous partageons des émotions universelles au-delà des frontières, au-delà des distances. On se retrouve dans quelques instants pour la roue des émotions sur Sud Radio. Il sera question de la 9e vague de Covid, mais cette fois-ci en France, avec peut-être le retour du masque. Et puis il sera question de santé mentale. Les psychiatres hospitaliers qui se mobilisent contre le délabrement du secteur. À tout de suite. Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Et nous nous retrouvons pour observer les faits marquants de l'actualité de la semaine par le prisme des émotions qui animent notre santé mentale. Et je reçois Marine Colombel qui est psychiatre, auteure du livre « Écoute tes émotions pour te libérer » aux éditions Marabout. Face au spectre d'une 9e vague de Covid en France, la ministre Elisabeth Borne nous reparle du port du masque dans les transports. Alors, le retour du Covid au pied du sapin de Noël, est-ce que c'est un scénario redouté, plausible pour le gouvernement? En tout cas, devant la remontée des cas et des hospitalisations, le virus semble de retour. Les craintes pour les personnes les plus vulnérables, les plus âgées, semblent de plus en plus opérantes. Cette semaine, Elisabeth Borne a tiré la sonnette d'alarme, demandant à tous de se protéger de nouveau. Alors, Marine Colombel, Covid comeback, quelle émotion collective vous semble-t-elle impacter? Si on prend justement un peu de recul au niveau temporel, ça fait déjà plus de 2 ans qu'on a cette crise du Covid. Je pense qu'une émotion qu'on néglige un peu, c'est la surprise. Ça veut dire que finalement, le Covid nous a fait passer par toutes les émotions sur ces 2 années, mais l'émotion commune, c'est la surprise. Ça veut dire que le Covid a évolué de beaucoup de façons différentes au niveau de la maladie, au niveau de la gravité. Il y a eu un impact majeur au niveau de notre mode de vie, de la restriction des libertés, de notre économie. On souffre encore des conséquences finalement du Covid actuellement dans le monde entier. Comme si cette pathologie, en fait, n'était pas anticipée, nous mettait face à quelque chose qui se renouvelait perpétuellement. Et face à ça, on a l'impression de courir après le temps, d'être dans un sentiment de surprise où finalement on est sans arrêt en train de faire des mesures où on essaye de rattraper ce qui se passe sans jamais pouvoir vraiment anticiper. Et vous qui êtes psychiatre clinicien, c'est-à-dire que vous pratiquez à l'hôpital, que vous disent vos patientes, vos patients? Est-ce que c'est source d'anxiété, d'angoisse, ce Covid récurrent, cette menace virale? Il y a vraiment 2 sentiments qu'on peut retrouver chez les mêmes personnes. Celui de la peur, évidemment, la peur de la maladie, la peur de mourir, parce qu'il faut se rappeler des premières images qu'on a eues du Covid et de la dureté de ce que ça a été lorsqu'on a découvert le Covid. Ça, c'est la première partie. La deuxième aussi, c'est les gens en ont marre. Ça veut dire qu'on est dans une sorte de restriction de liberté où finalement on s'est fait imposer beaucoup de choses et où notre responsabilité individuelle a été quand même assez amenuisée pour une sorte de responsabilité collective. Je pense notamment au niveau du port des masques. Et c'est vrai que mes patients commencent à en avoir marre, comme je pense une grosse partie de la population française, de se faire dicter des règles. Et je pense que là-dessus, ils ont raison. Il faut vraiment revenir, de mon avis, au bon sens et à la responsabilité individuelle. Ça veut dire que si on a des symptômes, si on est grippé, même si on n'a pas le Covid, mais qu'on est malade, pour respect pour les autres, on va mettre un masque. C'est ce que font déjà les Asiatiques depuis des années.
Je ne suis pas sûre que faire une mesure obligatoire de rendre obligatoire dans certains lieux le masque soit très efficace, surtout en cette période où ça fait que attiser finalement ce sentiment liberticide. Il faut vraiment redonner le choix aux Français, les considérer comme des adultes et considérer que leur bon sens fait qu'ils vont se protéger, ils vont naturellement protéger les gens qu'ils aiment parce qu'ils n'ont pas envie qu'ils tombent malades. Alors que nous allons devoir faire des économies d'électricité, que les fêtes de Noël risquent un peu d'être entravées, moins éclairées, voilà que le Covid fait son retour dans nos vies. Peut-être essayons de faire tourner la roue des émotions pour observer ce fait d'actualité par le prisme émotionnel de la surprise. On avait déjà la surprise. Hop. Marie Colombel retourne la roue. La tristesse. La tristesse de voir finalement les conséquences. Et évidemment, il y a encore des gens qui sont malades, des gens qui meurent encore du Covid. Mais la tristesse des conséquences qui sont... Mais ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Mais la tristesse de se rendre compte que finalement, les conséquences d'une pandémie dépassent largement le champ de la maladie. On est sur les conséquences directes avec des crises qui sont finalement des crises politiques dans beaucoup de pays. Il y a des vraies crises politiques qui sont mises en place suite au Covid. Les crises financières, on voit qu'une grosse partie de l'inflation est due aussi aux conséquences du Covid à plus long terme. Et finalement, une maladie qui aurait pu rester sur le champ médical finit par avoir un impact en fait sur énormément de choses et des choses qu'on n'avait pas forcément anticiper. Et je pense qu'effectivement, ça évoque un sentiment de tristesse parce que les gens n'ont pas le contrôle finalement sur les conséquences de cette maladie. Et la peur, peut-être aussi comme émotion, de se retrouver dans une situation que nous avons déjà vécue avec des fêtes de Noël où il va falloir se séparer, ne pas pouvoir être avec papy, mamie, à table et les enfants, etc. Parce qu'il y a des risques de contamination. Et ça fait peur parce que on se dit non, on va pas encore recommencer cette situation. Il ne faut pas négliger l'impact psychologique. Ça veut dire, oui, c'est important de se protéger quand on est malade, mais il y a des limites à mettre. Ça veut dire que la santé psychologique également est très importante. Retrouver des gens qu'on aime, partager des bons moments, c'est vital. Surtout que ça fait plusieurs années que c'est difficile. Je ne pense pas qu'attiser la peur des gens, leur dire qu'ils vont se séparer, va être bénéfique. Il y a un moment où on devient contre-productif. Il faut trouver, comme tout le temps en médecine, une sorte de juste milieu pour à la fois se protéger, mais tout en ménageant finalement ses ressources et ses ressources psychologiques. Marine Colombel, autre fait marquant de l'actualité de cette semaine, et celui-ci vraisemblablement vous concerne en premier ordre, santé mentale, les psychiatres hospitaliers se mobilisent contre ce qu'ils nomment le délabrement du secteur. Les syndicats dénoncent un abandon de la psychiatrie publique caractérisé au quotidien par un manque criant, disent-ils, de lits d'hospitalisation, des fermetures régulières de centres médico-psychologiques, les CMP, une situation décrite comme liée à une pénurie d'effectifs à la fois de médecins, d'infirmiers qui touchent aujourd'hui 5 établissements hospitaliers sur 6, selon le communiqué intersyndical. Résultat, les tâches administratives s'accumulent dans les hôpitaux psychiatriques au détriment des soins et ces conditions sont décrites comme épuisantes au quotidien. Marine Colombel, est-ce que c'est ce que vous vivez à l'hôpital et est-ce que vous pourriez nous dire avec quelle émotion nous pourrions comprendre cette actualité? Alors, je pense que c'est une émotion partagée à la fois par les praticiens, mais également par le public qui est accueilli à l'hôpital. Pour moi, c'est la tristesse d'une situation. On sait que cette situation allait venir depuis 10-20 ans. Ça veut dire que la dégradation ne s'est pas faite d'un coup, elle s'est faite progressivement, sauf qu'aucune mesure sérieuse de renouvellement de l'hôpital n'a été envisagée à des moments où on pouvait encore envisager une rupture sans trop de douleur et un changement de système vraiment d'hospitalisation. On est arrivé maintenant à un point où de toute façon le problème n'est même plus un problème de lit, c'est un problème de personnel. On ouvrirait les lits, mais pour en faire quoi? On n'a plus d'infirmiers, on n'a plus de médecins pour soigner. Donc on est vraiment dans une rupture idéologique majeure, une rupture de soins qui est majeure, où on ne peut pas de toute façon rester dans cette situation-là. Il va falloir maintenant renouveler à fond la psychiatrie, se poser, réfléchir également à quelles sont les missions de la psychiatrie, comment on doit soigner, est-ce qu'on doit continuer ou non, par exemple, les hospitalisations sous contrainte. Donc il y a des vrais débats qui sont plus larges que la psychiatrie, qui sont sociétaux. Mais là, le débat est obligatoire parce que de toute façon, le système est clairement en train de s'effondrer depuis quelques années. Alors je vous propose de
tenter de nous emmener vers plus d'agilité mentale pour observer cette actualité où le secteur de la santé mentale est vraisemblablement en danger, atteint ses limites. Les structures hospitalières psychiatriques sont mobilisées, sont vent debout, manque de moyens toujours, mais surtout manque de ressources humaines, de médecins, de praticiens, d'infirmières, d'aides-soignantes. Oui, tout à fait. Et vous nous emmenez vers la joie. Alors, il faut trouver de la joie là-dedans. La joie, ça serait toujours au renouveau. Ça veut dire, comme à chaque fois, dès qu'on voit de la destruction d'un ancien système, la destruction ne mène pas au nihilisme, ne mène pas à rien. Il mène à un renouveau, à une réflexion sur ce que doit être la psychiatrie, comment on peut au mieux accueillir les patients. Pourtant, il y a eu les assises de la psychiatrie, il y a eu du renouveau, tenter des réflexions, des colloques, encore des congrès ces temps-ci à Lille. Et heureusement qu'on a des congrès pour se voir, pour parler, mais c'est vrai que on attend toujours la mise en place. On est toujours dans l'intellect et on est encore assez peu dans l'action. Et il va falloir vraiment renouveler complètement les actions et vraiment envisager une psychiatrie d'une autre façon pour qu'on puisse répondre finalement aux besoins de notre époque. Parce que c'est un vrai défi de santé publique. La santé mentale, je vous rappelle que 12 millions de Français sont concernés par des enjeux de santé mentale, avec des maladies toujours stigmatisées, les dépressions, les bipolarités, les schizophrénies, l'anorexie mentale. C'est un défi majeur de santé publique dont il faut se saisir. On a de cesse de le redire sans cesse. C'est que faire pour que ce soit entendu? Oui, et surtout que tout le monde peut tomber malade. Il n'y a pas les fous d'un côté et les gens qui vont bien. Ce sont des maladies, comme le diabète est une maladie, comme le cholestérol est une maladie. On peut soigner les gens qui ont un problème psychiatrique et tout le monde à un moment peut y être confronté dans sa vie, donc il faut y investir. Marine Colombel, merci. Je rappelle que vous êtes psychiatre et que vous publiez aux éditions Marabout, Écoute tes émotions pour te libérer. Et comme souvent dans cette émission, je termine toujours en vous parlant d'un film. Il n'y a pas mieux que d'aller au cinéma pour se mettre en relation avec ses émotions. Et cette semaine, à l'affiche, Le Torrent. C'est une histoire, comme il y en a beaucoup dans la vie. Juliette est là, et avec Alexandre, il y a des histoires de couple, des histoires de tromperie. Juliette quitte précipitamment la maison et elle prend peur. Une émotion qui entraîne une chute mortelle dans un ravin. Et Alexandre, le mari, décide alors de ne pas alerter la police. Le lendemain, il réalise qu'il risque d'être accusé du meurtre de sa femme. Il panique. Et avec sa fille, Lison, de 18 ans, il est effrayé à l'idée de perdre à la fois son rôle de père. Et il se laisse convaincre. Il ment et il part dans un délire émotionnel que je vous invite à découvrir cette semaine au cinéma, Le Torrent. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous souhaite un bon week-end. Merci Marine Colombel. Merci Didier. Au revoir, à bientôt. Sud Radio, la roue des émotions. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.